can we have hope? Now we've turned from others criticizing us to us damning everything about ourselves. How will our young people, how will someone young like me have hope? I'm losing hope because everywhere I turn is negative. So we must also make the distinction, you know, about criticizing constructively and pushing leaders to act, but not making our young people lose hope and confidence in themselves. That is how they are the future. They are the ones who are going to determine what happens on this continent. And therefore we must make them have confidence and hope, even as they see that things are very difficult. Thank you very much, Dr. Ngozi Okonjo. I know you have a very busy schedule. Yes. Thank you so much. Yes, well, that's our brief chat with the Coordinating Minister of the Nigerian economy. We'll take you back to that plenary session on taking hold of the future. So we are asking our government, even you have the big investment on agriculture now, this is your intention, what do you create? What incentive to make sure that those young boys and girls have access, or the women have access to land, for example? What government is doing, what the private sector is doing to provide, for example, entrance, what the ADB is doing and others to make sure that those women have access to finance. So those are key fundamental questions, because this will be, as I said, for me, is the multiplying efforts. Invest on women, invest on girls, either it is education, but either it is building the SMEs. So you will stabilize your economy, because the growth that we have been talking about, 2 digits growth, will go down to the people. So to eradicate those root causes of the conflict, we need to go to the fundamentals, the basic, what the people need. And I think that's what our government and what all of us have been trying to discuss. How do we partner to have good practices and multiplying effect? Thank you. So we've heard so far that the threats we have on this continent are not necessarily all of them, you know, from this continent. Most of it, at least, you know, in 2 instances have been developed. You know, we have external exogenous, as you've called it, Mr. Prime Minister, exogenous factors. And we have also heard that, you know, inclusion is also key in averting all the issues, all the threats which are looming ahead. We have heard from Mr. Mwensha, who has actually given us the list of all those, you know, potential threats today, including cyber threat, but also maritime threats and piracy, which have been big on the agenda, at least in news, but, you know, now is almost fading away. So reminding us of that. And from the crisis in the Sahel, we have heard about the regional approach, which is being also which is being done. Now, I want to turn to both of you, Prime Ministers from Niger and Sahel, Niger and Mali. There is reconciliation being spoken about more and more, because indeed there's conflict, but there's also reconciliation after that. So, and when it comes to reconciliation, and I guess that's where I'm thinking about, you know, the role of education and, you know, saying people don't eat, you know, economic growth. What is being done in your respective countries in terms of, you know, reconciling the communities? Because that's one of the biggest shields for me for, you know, against all these terrorist threats and others coming. Okay. En ce qui nous concerne, on a un ministère de la réconciliation. Son objectif est de relancer le processus de réconciliation pour faire en sorte que, parallèlement aux actions politiques, de discussion, de dialogue devant déterminer les termes d'un accord politique et institutionnel pour gérer cette partie de notre pays, que le processus de réconciliation entre les communautés puisse véritablement fonctionner, marcher. Mais la réconciliation, c'est d'abord et avant tout la vérité et la justice.
il est difficile de pardonner s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de justice. Ensuite, dans un second temps, c'est la réparation, dans la mesure du possible des dommages. Dommages aux hommes, dommages aux biens, les indemnisations, la reconstruction. Et enfin, c'est un processus qui prend du temps, mais qui consistera à faire en sorte que les communautés apprennent à vivre ensemble, comme elles l'ont fait pendant plusieurs siècles, qu'elles apprennent à se tolérer, que le dispositif de retour des réfugiés, des déplacés puisse prendre corps et qu'il y ait une relance économique, il y ait une restructuration économique pour que la vie puisse véritablement démarrer, parce que la vie aussi a besoin qu'il y ait de la richesse, qu'il y ait de la production et qu'il y ait de la répartition de cette production. Donc c'est un processus qui est long, mais c'est un processus qui est indispensable pour permettre le retour à une vie normale. Et je vais ajouter qu'au-delà de cet aspect, il faut aussi poser les jalons du futur. Le futur, c'est comment éviter. Jusqu'à présent, on parle de réparer, on parle de discuter, de faire en sorte que les choses se passent bien, mais il faut aussi nous organiser pour que demain, nous n'ayons pas à avoir les mêmes problèmes. Et cela ne passera pas sans des institutions fortes. Il faut qu'il y ait une restauration de la démocratie sur l'ensemble du territoire, qu'il y ait un fonctionnement équitable et juste de l'État vis-à-vis de tous les citoyens et partout sur le territoire, que la justice puisse être véritablement fonctionnelle partout, que la question de la jeunesse qui est centrale par rapport à son éducation, par rapport à sa formation, par rapport à son espérance en des lendemains, puisse aussi, je pense, trouver une réponse adéquate, une réponse aussi bien nationale que sous-régionale, parce qu'on l'a dit, cette question aussi, elle est devenue une question régionale. Je pense que c'est en agissant sur plusieurs tableaux, de manière plurisectorielle, et en traitant toutes les causes du mal qui a failli emporter, en tout cas pour ce qui nous concerne, qui a failli emporter le pays, que nous arriverons à corriger ce qui s'est passé, à restructurer, à revenir à la normale et puis à poser les jalons pour que demain et après-demain, nous n'ayons pas à subir de situations similaires, comme aujourd'hui nous sommes en train de le déplorer ici ou là. Parce que le terrorisme vit de terreau, vit de conditions favorables. Ces conditions favorables, il faut les traiter pour qu'ils ne puissent pas prendre corps, ils ne puissent pas s'enraciner et qu'ils puissent être combattus parallèlement au combat armé. Donc voilà un peu la réponse que nous sommes en train d'essayer d'apporter dans notre pays. Et nous suivons à cela ce qui a pu être fait au Niger, puisqu'il y a eu des jalons importants de poser là. Merci. Monsieur le Premier ministre, un mot à ajouter? Oui, quand vous parlez de réconciliation, vous vous situez déjà dans les post-conflits. Et moi, j'aimerais plutôt insister sur la prévention, parce que ça me paraît être très important. Et en cela, j'ai beaucoup aimé le discours du président de la BAD lorsqu'il parle de ces poches de vulnérabilité, de ces poches défavorisées qu'il faut, au moyen d'une gouvernance en tout cas vigilante, qu'il faut toujours essayer de traiter de manière à ne pas créer ce sentiment qui met à l'épreuve la confiance entre les communautés et qui crée donc souvent ces conflits qui nous entraînent dans l'insécurité. C'est pour cette raison que, en ce qui nous concerne au Niger, fort de cette expérience, nous avons mis en place ce que nous appelons la stratégie développement-sécurité. Parce que le lien est très apparent, en tout cas nous l'avons constaté, c'est que la pauvreté est sans aucun doute un des facteurs qui conduisent à l'insécurité. Et c'est pourquoi il faut le combat de la lutte contre la pauvreté doit s'inscrire effectivement dans le cadre de la recherche de la paix et de la sécurité. Et en cela,
Nous pensons que ce matin, nous avons parlé ici, dans cette même salle, de l'emploi.